Passer à l'orateur suivant. Donc, j'ai le plaisir de donner la parole au docteur Walid Amara, qui est le président élu de CNCH. Et docteur Amara est arythmologue à l'hôpital de Montfermeil. Walid, si tu peux activer ton son et tu as la main ensuite. Oui, Jean-Philippe Collet nous a rejoint et il prendra la parole après, je vous rassure. Et donc, je vais essayer de résumer quelques éléments que j'ai trouvé marquants en rythmo. L'ACC et l'AHA sont pas historiquement des congrès de rythmologie, mais je vous ai sélectionné deux études qui m'ont semblé, trois études qui m'ont semblé intéressantes. L'ablation de la FA, bien entendu, encore un épisode. Un médicament peut-être pour traiter vos tachycardies jonctionnelles en urgence et le thème de l'occlusion de l'auricule sur une partie finalement, pas tout à fait celle que vous attendez. Alors, la première étude que je voudrais vous montrer, c'est une étude qui a été menée finalement, c'est l'ablation de la fibrillation atriale dans la FA, avec insuffisance cardiaque, ablation FA dans l'insuffisance cardiaque avec fibrillation atriale. Et excusez-moi. Donc, cette étude qui s'appelle RAFT-AF, finalement, s'intéresse à évaluer l'ablation de l'AFA en comparaison à une stratégie de contrôle de fréquence sur un critère dur qui est la mortalité et les événements liés à l'insuffisance cardiaque en cas de fraction d'éjection réduite ou conservée. Et puis après, ils vont analyser les sous-groupes suivant que la fraction d'éjection a été réduite ou pas. Donc, ils randomisent les patients entre une stratégie interventionnelle et une stratégie finalement médicale. Une étude menée dans des centres au Canada, en Suède, au Brésil et à Taïwan. Dans la stratégie ablation, ils avaient la déconnexion des veines pulmonaires, mais ils pouvaient avoir plus. Ils pouvaient également avoir des antiarythmiques pour compléter, voire avoir une deuxième ablation. Dans la stratégie de contrôle de fréquence, ils avaient les médicaments ralentisseurs, voire ils pouvaient avoir la pose d'un stimulateur cardiaque avec l'ablation du nœud auriculo-ventriculaire si besoin, avec PM bivet ou conventionnel suivant l'AFE. Ils ont inclus finalement des patients qui faisaient de l'AFA, soit de l'AFA paroxystique avec au moins 4 épisodes au cours des 6 derniers mois ou des épisodes qui duraient suffisamment longtemps, ou de l'AFA persistante de moins de 7 jours qui nécessite une cardioversion, ou plusieurs épisodes de FA persistants récidivants, ou également ils pouvaient inclure des FA persistantes prolongées. Le traitement de l'insuffisance cardiaque devait être mis en place depuis au moins 6 mois. Il devait être symptomatique. Il y avait différents niveaux de NT-proBNP pour pouvoir les inclure, suivant si c'était en FA ou en rythme sinusal, s'ils étaient hospitalisés ou pas récemment. Et puis, le critère primaire de jugement, c'est un critère qui combinait le délai pour les décès et pour la survenue d'un événement d'insuffisance cardiaque, mais également, il s'intéressait à la qualité de vie, au NT-proBNP, à la distance parcourue au test de marche de 6 minutes, notamment. Petite étude, environ 200 patients dans chaque groupe. Globalement, il y a eu très peu de crossover, c'est quasiment 3% de crossover entre les deux groupes. Et voilà la population inclue. Vous voyez que c'était des patients qui avaient un âge moyen d'environ 66 ans, qui avaient 30% avaient une cardiopathie, et ils étaient à 66% en insuffisance cardiaque classe 2 de la NYHA, un tiers classe 3. Un tiers avait déjà un device, que ce soit essentiellement un défibrillateur dans la moitié des cas ou un CRT dans l'autre moitié des cas. Un taux de NT-proBNP moyen, vous voyez, autour de 1600. Et puis, ils avaient des traitements, finalement, vous voyez, les bêta-bloquants dans 90% et un antagoniste sérotonine dans 30% des cas, et 40% avaient déjà reçu un antiarythmique avant. Ce n'était pas tout à fait de la première intention. Fraction d'éjection, vous voyez, c'est quasiment 60% fraction d'éjection moins de 45% et 55% fraction d'éjection au-dessus. Premièrement, sur le rythme sinusal, vous voyez que finalement, lorsqu'on les ablate, il y a largement plus, 90% des patients vont être en rythme sinusal dans le groupe ablation et inversement, s'ils sont dans l'autre groupe, dans 90% des cas, ils étaient toujours en fibrillation atriale au cours du suivi qui a duré 60 mois.
Critère primaire de jugement, non significatif, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a moins d'événements numériquement, mais n'attend pas la statistiquement significatif. Vous voyez, c'est hasard ratio 0,71, mais le petit p de 0,066, donc ça n'atteint pas la significativité. Si on décompose ce critère, vous voyez, ça va numériquement moins d'événements en groupe ablation, mais ça n'atteint pas la significativité. Et quand vous regardez sur les critères secondaires, mais on va prendre avec des pincettes puisque le critère primaire ne sort pas, la qualité de vie, ça fait mieux dans le groupe ablation, c'est significatif. La distance parcourue de de 6 minutes, je trouve que c'est pas concrètement faire quelques mètres de plus, ça n'a pas grosse valeur, mais c'est significativement mieux. Sur l'NT-proBNP, ça fait un petit peu mieux. Sur la fraction d'éjection, l'amélioration de fraction d'éjection était significativement meilleure. Et ce qui est intéressant, vous voyez que si la fraction d'éjection est réduite, il y a le bénéfice et va encore plus dans le bon sens que si vous êtes dans le groupe à fraction d'éjection préservée. Mais dans les deux cas, le petit p n'est pas significatif. Et quand vous regardez les sous-groupes, il y a un sous-groupe qui semble tirer bénéfice, c'est les patients qui ont l'AFA paroxystique avec une grosse charge en FA et la FA persistante de courte durée. Donc, on a quand même cette impression que plus on va traiter tôt l'AFA, mieux c'est en termes de bénéfices. En termes d'effets adverses, il n'y a pas plus d'événements globalement dans un groupe que dans un autre, mais bon, mon côté rythmologue va vous rappeler que c'est jamais zéro le risque d'une ablation de la fibrillation atriale. Le taux d'événements hémorragiques, c'était autour de 3,7%. Il y avait des complications locales, il y a eu des cas d'épanchement péricardique ou de perforation tamponade. Ça atteignait quand même 4% dans cette étude chez les patients insuffisants cardiaques. Et paraît plus important que ce qui était noté dans d'autres essais. À mon sens, cet essai ne remet pas en cause les essais qu'on avait, notamment Castel-AF, mais finalement, comme il s'adresse à une population très hétérogène, avec l'insuffisance cardiaque fraction d'éjection préservée, conservée, c'est très difficile de pouvoir dépatouiller tout ça en termes de sortir quelque chose, un critère qui sorte significatif. Donc, le résultat, c'est pas statistiquement significatif, même si on voit que numériquement, il y a un meilleur résultat sur la fraction d'éjection, la qualité de vie et la NT-proBNP. Le deuxième médicament que je vais proposer pour une fois, il avait déjà été présenté, c'est l'étripamil. C'est en fait un inhibiteur calcique qui a la particularité d'être donné, qui est d'agir très rapidement et il peut être donné en auto-administration, finalement en spray nasal. Donc, ça, c'est intéressant. Un médicament qu'on peut donner en spray nasal, c'est un inhibiteur calcique, un ralentisseur, et qui peut être utilisé, finalement, pour arrêter les tachycardies jonctionnelles. Et il y avait quelques données, cette étude Note 301, les données avaient déjà été présentées, montraient une certaine efficacité chez les patients administrés aux urgences. Et là, dans les late breaking, ils ont complété leurs résultats et présenté leurs résultats. Alors, c'est une étude randomisée. On va évaluer versus placebo l'intérêt de ce traitement pour arrêter finalement des tachycardies jonctionnelles par réentrée. Et là, on est rentré plus dans les détails en termes de résultats. Alors, vous voyez, leur critère primaire, c'était le délai pour obtenir une conversion au rythme sinusal. Vous voyez que finalement, il n'y a pas de différence significative sur ce critère primaire, mais il y avait déjà cette courbe sur la droite qui avait été présentée préalablement, qui montrait que le délai, le temps pour obtenir une conversion rapide en moins de 45 minutes était meilleur avec l'étripamil qu'avec un placebo. Vous voyez, finalement, au bout de 45 minutes, on avait quasiment 2/3 de chance d'être en rythme sinusal après avoir pris ce médicament-là versus 45% si on prenait rien. Et là, ils ont un peu plus présenté leurs résultats. Ils ont montré des résultats en termes de tolérance du traitement qui montraient que c'était aussi bien toléré que le placebo, mais je vous ai pas mis les cours pour gagner du temps dans ma présentation. Et puis, ils ont montré également des résultats en termes finalement de probabilité de recourir à un traitement de complément, notamment, voilà, vous pouvez imaginer l'adénosine IV, le procaïnamide, dithiazème, Vanovagal. Vous voyez, finalement, en violet, le groupe étripamil, il y a réduit de moitié la probabilité de recourir à une thérapie de recours. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas si ce médicament va arriver et peut-être être donné éventuellement à des patients pour qu'ils arrêtent leur crise. Mais bon, à suivre son développement ultérieur, mais c'est intéressant parce qu'il est quand même présenté le late breaking.
Et puis la troisième étude qui m'a marqué comme rythmologue, même si ce n'est pas une étude de rythmologie, qui est finalement une étude sur l'occlusion de l'auricule. Et contrairement à ce que vous attendriez, ce n'est pas une occlusion de l'auricule par les devices. Et c'est des patients ici qui, à l'occasion d'une intervention chirurgicale cardiaque, on leur propose de leur occlure leur auricule, fermer l'auricule, soit en mettant un nœud sur l'auricule, soit en enlevant l'auricule, soit finalement en utilisant un device épicardique qui permet d'occlure l'auricule. Donc, c'est une étude randomisée. Hein, on prend des patients qui ont un Schätzwert supérieur ou égal à 2 et on les randomise un groupe occlusion de l'auricule versus pas d'occlusion. Et on va évaluer au cours du suivi la survenue d'un AVC ischémique ou d'une embolie systémique. Donc, c'est que des patients qui venaient pour une chirurgie cardiaque. On va peut-être pas étendre leurs résultats à d'autres pathologies, mais voilà. Mais ça peut répondre à une question. En tout cas, dans ma pratique, ça a quand même un impact de se dire si les patients, je dois les faire opérer, est-ce que je leur propose de leur occlure l'auricule? Et on regarde également la tolérance de cette stratégie. Alors, grosse étude quand même, menée dans 27 pays, plus de 4800 patients inclus. Vous voyez, c'est des patients d'âge moyen 70 ans, Schätzwert moyen à 4. 30% étaient en FA permanente. Alors, j'ai pas le reste, c'est-à-dire, est-ce que je dois deviner que 2 tiers étaient en FA paroxystique? Vous voyez qu'il y avait 25% qui avaient des antécédents d'infarctus, 30% c'était des diabétiques, 80% c'était des hypertendus. Alors, premièrement, la safety, est-ce que occlure l'auricule à un patient en PEROP, est-ce que ça allonge la procédure? Vous voyez, ça allonge significativement, 119 versus 113, mais finalement, pas énormément. Le temps de clampage aortique, vous voyez, ça fait 4 minutes de plus, mais finalement, vous voyez, c'est pas énorme. Et en termes de, quand on regarde la mortalité précoce, ça n'a pas augmenté la mortalité précoce. Il n'y a pas d'augmentation de mortalité précoce. Il y a même eu moins de prolongation d'hospitalisation du fait d'une insuffisance cardiaque et il n'y a pas eu plus d'hémorragie. Vous voyez, c'est des patients, c'est pas une alternative à l'anticoagulation. 75% étaient encore sous anticoagulants à 3 ans. Donc, c'est pas l'indication d'occlusion de l'auricule que vous avez dans la FA actuellement par les devices. On dit chez les patients à qui on peut pas maintenir les anticoagulants. Les critères primaires, AVC, embolie systémique, vous voyez, c'est super intéressant. Il y a significativement moins, réduit quasiment 33%. Réduit d'un tiers le risque d'AVC embolie systémique. Et ce bénéfice apparaît notamment au-delà du 30e jour, j'imagine, le temps de cicatrisation. Vous voyez, les courbes, elles sont là et ce résultat, finalement, se maintient au long cours. Et ça réduit essentiellement finalement le risque d'AVC ischémique. Ça n'a pas eu d'impact sur la mortalité, sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, pas sur les embolies systémiques, mais le taux d'événement est très faible. Et ça réduit les AVC ischémiques. Et donc voilà, la conclusion, la slide de conclusion, c'était l'occlusion de l'auricule réduit les AVC d'environ un tiers. Et lorsqu'on se place au-delà du premier mois de 42% sans augmenter les événements adverses chez les patients par ailleurs qui avaient des anticoagulants. Alors, c'est côté rythmologue m'a intéressé en me disant voilà les patients à qui vous êtes amené à proposer une chirurgie cardiaque et qui ont une FA, c'est vrai que ça peut être une alternative assez simple à leur proposer. C'est pas un geste, je pense, extrêmement complexe et ça peut être intéressant de le proposer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Walid, c'était très intéressant. J'ai une question. Alors, quelle est la vraie place à ce moment-là de l'ablation dans la fibrillation auriculaire chez les patients qui portent une fibrillation auriculaire ou peut-être quels sont les meilleurs répondeurs? Tu l'as dit déjà, mais peut-être il faut souligner quels sont peut-être les sous-groupes qui répondent mieux. Il y a eu donc les recommandations de la FA qui sont quand même finalement assez récentes, qui remontent à août 2020. On a bien sûr les indications de classe 1, c'est l'AFA paroxystique qui récidive malgré un traitement antiarythmique, donc ça qui est symptomatique, et c'est une indication classe 1. On a l'indication classe 2A en première intention, symptomatique bien entendu, mais après avoir bien sûr discuté du rapport bénéfice-risque avec le patient. Dans ces deux cas, moins votre oreille est dilatée, plus votre FA est plus paroxystique, moins vous aurez de fibrose et mieux ça va marcher.
Et puis, l'autre indication de classe 1 qui est nouvelle, qui est l'insuffisance cardiaque. Si vous, pour réverser la cardiomyopathie, si vous avez de bonnes hypothèses de penser qu'il y a une cardiopathie rythmique, vous avez une indication de classe 1, hors symptômes, hors récidive. Alors, bien sûr, c'est en sélectionnant ces patients. L'idée, c'est de pas dire, voilà, vous voyez, c'est typiquement cette étude où on inclut de tout. On a du mal à se dipatouiller. Vraiment, si on sélectionne bien nos patients, on peut proposer à des patients insuffisants cardiaques. Je dis toujours, c'est l'ablation faite par les champions du monde, mais pas obligatoirement, parce que des fois, ça dépend. On n'évalue pas très bien la fibrose de l'oreillette actuellement, mais il y a FA et FA. Il y a des FA avec beaucoup de fibrose, où peut-être l'ablation aura de moins bons résultats, et des FA finalement qui dégradent rapidement la fraction d'éjection avec peu de fibrose, ou qui va donner plutôt de meilleurs résultats. Super, merci beaucoup. Pour toi, est-ce qu'il y a une étude vraiment, ou quelle est l'étude la plus intéressante qui a été présentée à l'ACC? Est-ce qu'il y a une étude sur l'arythmo qui t'a marqué? J'étais déçu par l'étude dans l'ablation de l'AFA que je vous ai montré, mais quand je regarde les critères d'inclusion, tout s'explique, c'est-à-dire on peut pas tout mélanger dans une étude, l'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection altérée, préserver. J'ai la spécialisation cardiaque avec moi, donc je ne vais pas raconter de bêtises, mais je pense que voilà, donc ça déjà c'était mon élément. Mais je m'attendais pas à d'autres éléments. C'est vrai qu'on a eu le congrès ERA juste avant, où il y avait plusieurs consensus papers, on aura l'occasion d'en reparler, sur la stimulation, sur la resynchronisation, sur le pacemaker, sur les indications de défibrillateurs, etc. Et voilà, et l'ablation de l'AFA en général, c'est la partie qui progresse le plus et sur laquelle il y a beaucoup d'espoir parce que les techniques évoluent, le matériel évolue, et je suis extrêmement persuadé qu'on aura encore de bonnes surprises à vous présenter prochainement. Merci beaucoup, Walid. Je ne sais pas si professeur Legéard a des remarques à faire et ensuite on donnera la parole au professeur Collet. Professeur Legéard, est-ce que vous avez des remarques? Moi, j'appuierais simplement Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné dans ces études-là, c'est l'étude LOOS, étude chirurgicale d'occlusion de l'auricule, qui est c'est quand même très impressionnant. 5 minutes de plus de clampage, hein, et boum, réduction d'un tiers des AVC à 3 ans. C'est quand même énorme, hein. Donc, on a envie de se dire que en tout cas pour les chirurgiens, ça devrait être un changement de paradigme et d'enlever l'auricule devrait devenir un standard de toute chirurgie cardiaque. Ça avance un peu, mais en prochain stade chir, c'est clair on va challenger nos chirurgiens. Ça, c'est clair. Moi, c'est une très belle étude en plus, hein, plus de 5000 patients, c'est très belle étude des chirurgiens, hein, avec un résultat que je trouve très conséquent, quoi. Et donc, je vais passer la parole donc, à Jean-Philippe Collet qui nous a rejoint.